As-tu déjà entendu l'expression la fleur au fusil? Peut-être que non. Eh bien, c'est une expression de la langue française qu'on utilise pour qualifier l'engagement de quelqu'un avec insouciance et courage. Cette expression est apparue lors de la Première Guerre mondiale. En effet, tous ces soldats qui, en 1914, partaient à la guerre avec insouciance vers ce qu'on leur avait présenté comme une promenade de santé, en étant persuadés que la chose serait de très courte durée et sans risque. Sous cette expression, on imagine bien ces militaires, portant le fusil en bandoulière, cueillir une fleur sur le bord de la route et en planter la tige dans le canon de cette arme qui ne servirait probablement pas. Samedi 1er août 1914, 4 heures de l'après-midi. Les cloches des églises font entendre un sinistre tocsin. Le tocsin, c'est la sonnerie des cloches de l'église qui sonne de manière répétée et prolongée pour donner l'alarme. L'alarme, c'est la mobilisation générale. Les affiches appelant les hommes au combat sont imprimées depuis longtemps. Il n'y a plus que la date du départ à ajouter. Les soldats partent défendre leur pays, pensant que la guerre sera courte et qu'ils seront rentrés pour Noël. En France, les pères mobilisés sont regroupés d'abord par village, puis dans les gares les plus proches. Là, ils sont acheminés en train vers le front. Leurs enfants les accompagnent jusqu'à la gare. Avant le départ du train, il y a souvent des discours et de la musique. Les enfants écoutent l'hymne national, la Marseillaise. Ils regardent avec admiration les trains sur lesquels sont plantés des drapeaux français. Sur les wagons français en route pour le front, on peut lire « À Berlin » et sur les trains allemands « Nach Paris ». Des jeunes filles accrochent des fleurs aux vêtements des soldats. Les épouses pleurent souvent, et les enfants aussi. Durant les 4 années qui viennent, la guerre va être le principal souci de tous les enfants. À l'école, à la maison, partout, ils ne vont entendre parler que de cette guerre. En 1914, la France compte 39 millions d'habitants et jusqu'en 1918, 8 millions de Français sont mobilisés. Tous les hommes âgés de 18 ans à 30 ans partent au combat. Mais certains soldats ont 50 ans et parfois 6 enfants ou plus. La plupart des soldats servent dans l'infanterie. Ils sont ces fantassins qui combattent à pied en première ligne. Un peu plus en arrière du front se trouvent les artilleurs, ceux qui tirent au canon. Les aviateurs et les espions cherchent eux à connaître les déplacements de l'ennemi. Il y a aussi les médecins, surtout des chirurgiens, les infirmiers et les infirmières, car beaucoup de femmes s'engagent alors pour soigner les blessés. Sur le front, durant les premiers mois de guerre, les combats sont acharnés et causent des centaines de milliers de morts. Des Français, des Allemands, des Russes. Les Allemands tentent d'envahir la France et parviennent à 40 km de Paris, mais les Français ripostent. C'est la bataille de la Marne. Une bataille dont on se souvient, puisque tous les taxis parisiens sont réquisitionnés pour emmener les soldats le plus vite possible vers la Marne, où se déroulent les combats. Les Allemands sont arrêtés puis repoussés. En 1915, le front ne bouge presque plus. Les armées sont face à face depuis l'Alsace jusqu'à la Manche, sur plusieurs centaines de kilomètres de long. Elles resteront sur leur position. La guerre des tranchées commence, et elle va durer 3 longues années. Les soldats vivent presque tout le temps enterrés dans les tranchées que les généraux ont fait creuser pour éviter les tirs des ennemis. Ainsi, les soldats se déplacent sans se faire voir. C'est aussi pour cela que les soldats ont des casques. Les Français ont commencé la guerre sans casque, avec un simple képi ou une casquette sur le crâne, mais le tissu n'arrête pas les balles. Toutefois, les casques n'empêchent pas des centaines d'entre eux d'être tués chaque semaine. La vie dans les tranchées est atroce. Les morts sont nombreux à cause des obus qui tombent sans arrêt, des attaques presque quotidiennes des fantassins ennemis et des gaz qui asphyxient et tuent les soldats. Il y a des rats et des poux, parce que les soldats ne peuvent pas se laver. D'ailleurs, savez-vous le nom qu'on a donné aux soldats français de la Première Guerre mondiale? Les poilus. Eh oui, les poilus parce qu'ils ne pouvaient pas se laver, pas se raser, et que les poils et les cheveux poussaient. Parfois, lorsqu'une tranchée est sous le feu de l'ennemi, les soldats ne peuvent plus en bouger durant 2 ou 3 jours, et ils doivent attendre là, sans boire, en espérant que le prochain obus qu'ils entendent se diriger vers leur abri ne va pas les pulvériser. Lors de leurs rares moments de repos, les soldats écrivent à leurs familles pour les rassurer. Les épouses, les enfants s'inquiéteraient de ne pas recevoir de nouvelles. Grâce à ces lettres, les enfants vivent la guerre, s'imaginent dans les tranchées, tuant des ennemis en grand nombre, faisant des prisonniers. Ils partagent alors la vie de leur père sur le front. De temps en temps, les soldats ont une permission.
Ils quittent l'armée et les combats pendant quelques jours et peuvent rentrer chez eux par le train. Là, ils retrouvent leur famille. Mais beaucoup de pères ne racontent pas toute la vérité à leurs enfants. Ils cherchent plutôt à retrouver pour quelques heures une vie normale. S'ils sont paysans, ils sèment ou donnent à manger aux animaux de la ferme. S'ils sont de la ville, ils vont retrouver les amis au bistrot. Les pères profitent des enfants en jouant avec eux, même si toujours est présente l'idée qu'il va falloir repartir dans l'enfer des tranchées. En 1916, les Allemands lancent une offensive sur Verdun. Verdun, ce nom résonne encore aujourd'hui. Les Allemands espèrent que cette attaque sera décisive. Des millions d'obus déciment les troupes, faisant près de 300 000 victimes dans chaque camp. C'est pour ça que la bataille de Verdun est restée dans les mémoires. Ce fut la plus sanglante de la Première Guerre mondiale. La Grande Guerre modifie partout la façon de vivre des Français. Loin du front, à l'arrière, tout change en quelques semaines. Les hommes sont partis, il faut combler ce vide. En effet, avant d'être soldats, ces hommes travaillaient. Ils étaient paysans, ouvriers, cheminots, épiciers. Dès août 1914, les femmes les remplacent. À la campagne, elles doivent rentrer la moisson, puis faire les vendanges. Dans les villes, elles sont embauchées dans les usines. Les femmes sont indispensables car il faut continuer à produire toutes les marchandises dont le pays a besoin. Et puis la France, l'Allemagne et tous les pays en guerre doivent nourrir leurs soldats et aussi les équiper en armes, en balles, en obus. Bien sûr, avant 1914, les mères travaillaient à la maison. Mais elles se retrouvent d'un coup avec de nouvelles tâches à effectuer et aussi de nouvelles responsabilités car elles doivent élever seules les enfants. Dans les premiers mois de la guerre, les femmes acceptent leur sort. Après tout, mieux vaut travailler à l'usine et au champ que de risquer sa vie au front. Mais, à partir de 1916-1917, elles veulent être mieux payées. Elles ne supportent plus cette vie où l'on doit se priver de tout. Car la guerre dure, des mois, des années. L'industrie de guerre devient l'activité la plus importante du pays. En 1916, la France fabrique 150 000 obus par jour. Dans tous les pays, des centaines de milliers de jeunes de familles pauvres, garçons et filles, sont envoyés au travail en usine pour aider à la fabrication des armes de guerre. En Allemagne, des enfants travaillent en usine dès l'âge de 13 ans et durant plus de 10 heures par jour. En France, de nombreuses jeunes filles de 14 à 18 ans travaillent dans les usines de munitions pour un salaire minuscule, 35 centimes de l'heure, contre 75 centimes pour les femmes et 1,50 franc pour les hommes. Mais les munitionnettes, comme on les appelle, préfèrent travailler, même pour ce prix-là, que d'attendre l'aide du gouvernement. Heureusement, la plupart des enfants restent à l'école. Mais en classe, les petites filles consacrent leur temps de travaux manuels à fabriquer des vêtements pour les soldats. Même les tout petits des maternelles travaillent pour la guerre. Ils déchirent de vieux morceaux de tissu et fabriquent ainsi de la charpie, avec laquelle on fait des coussins pour les soldats blessés. Dans le nord et l'est de la France, la guerre détruit tout, et les mères n'ont plus d'autre solution que de partir avec leurs enfants loin des combats. À Arras, dans le nord du pays, presque tous les enfants, les femmes et les vieillards qui habitaient la ville se sont réfugiés au sud, et il y a en 1918 10 fois moins d'habitants qu'en 1914. Partout en Europe, des enfants doivent déménager parce que leur mère n'a plus assez d'argent pour entretenir la maison ou la chauffer l'hiver. En France, si une famille est pauvre, l'État lui donne 1,25 franc par jour et 50 centimes supplémentaires pour chaque enfant de moins de 16 ans. À cette époque, cette somme suffit pour vivre à peu près comme il faut. Mais la guerre dure trop longtemps et les prix des produits montent très vite. Ça s'appelle l'inflation. Même avec ces aides du gouvernement, la vie de chaque jour est difficile.